commence à bosser aux États-Unis par un ancien que j'ai rencontré. Je rentre chez Goldman en stage. Donc tu es chez Goldman à Wall Street en 2005. 2005, ouais, donc vraiment à la belle époque, quoi. Pour que j'en se rende compte, tu as entre 25 et 30 ans, tu gères des positions de potentiellement plusieurs milliards, tu as un PNL Profit and Losses qui se compte en millions, il y a un vrai stress, tu as des vraies responsabilités. Aussi jeune, il n'y a pas beaucoup de métiers qui te permettent d'avoir accès à ce genre de responsabilités. Quelle serait un peu la fourchette de salaire que peut espérer un trader dans une banque française au bout de 5 ans d'expérience? C'est hyper variable, entre 100 000 euros, 500 000 euros. Je fais la tournée du réseau, notamment en interne. Je divise ma REM par 3. Je me retrouve dans le cabinet de la direction générale du groupe. C'est une équipe qui fait du conseil sur toutes les opérations qui ont de l'impact pour le groupe. Aussi qu'on apprenne à valoriser des métiers d'experts qui sont utiles sans être manager. Tout le monde n'a pas envie d'être manager. Eh ben écoute Neil, bienvenue dans Métier de rêve. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en 2 mots? Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Donc moi je suis Neil, je suis ingénieur, on en parlera un petit peu je pense, et puis je suis aujourd'hui le CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, et j'ai 3 enfants, et j'ai 43 ans. Ok, présentation très synthétique. Ça vient d'où du coup Neil comme prénom? Je sais pas, enfin plus exactement, mes parents ils aimaient bien, donc ils se sont dit soyons originaux, et donc ils ont choisi ce prénom-là. Donc non, je n'ai pas d'origine écossaise ou irlandaise. Okay. Et ça se prononce Neil ou il faut pas... Mes parents m'appellent Neil, puis comme j'ai un nom de famille un peu court, je me suis fait appeler Neil Payne, donc je suis pas très regardant sur mon prénom, donc mes parents m'appellent Neil. Ok, et tu me racontais, donc il y a eu une petite anecdote marrante où personne n'a reconnu ton prénom. C'est un prénom qui était pas très connu, surtout il y a une quarantaine d'années, et donc j'ai passé ma vie à répéter mon prénom et des fois à pas le reconnaître. Et c'est vrai que au bac d'allemand, donc à l'époque c'était à l'oral, était dans le couloir et t'attends, et donc j'ai attendu toute la journée que l'examinatrice m'appelle. Et puis à la fin de la journée, elle sort et puis elle dit « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est où ?» Et puis c'était un copain qui venait de sortir. « Mais il est là, il attend depuis toute la journée. » Donc elle, comme moi, on s'est retrouvés un petit peu bête parce que je n'avais pas reconnu mon prénom. Ouais. Donc j'ai eu une bonne note. Je crois qu'elle était un petit peu embêtée. Puis moi aussi, parce que je me suis demandé ce qui se passait, quoi. Mais donc elle le prononçait comment? Je pense qu'elle m'a appris Neil Guillaume, parce que c'est mon deuxième prénom. Okay. Là, elle a eu le truc entier sur la fiche. Ah, et ton nom de famille, elle s'est dit c'est pas possible, ça Neil, peut pas être un nom de Guillaume, famille. P1, PI, donc je l'ai pas reconnu. Donc Ok. Alors Neil, donc Neil du coup, pas Neil. Ouais, Neil, c'est bien. Neil, okay. Parce qu'en fait j'avais un collègue qui s'appelait Neil, donc ça va être compliqué. J'en ai pas rencontré beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu dans quel milieu tu as grandi et qu'est-ce que faisaient tes parents? Mes 2 parents ont pas le bac. Okay. Mon père a fait sa carrière chez BNP Paribas. Donc généralement, j'ai grandi, on habitait au-dessus de l'agence. Et il a beaucoup évolué, on a beaucoup bougé. Et c'est vrai que le fait que... Donc moi, j'ai fait l'X, que je fasse prépa, que je fasse une grande école. Ça a été, je pense, une super source de satisfaction, fierté pour mes parents, c'est sûr. Donc ton père fait toute sa carrière du coup chez BNP Paribas, ouais. Du coup plutôt en agence, où ça évolue, j'imagine. En agence, et puis après il a bougé. Donc pour progresser, il faut bouger. Donc on a déménagé tous les 3-4 ans. Ah ouais. Okay. Donc j'ai fait plein de villes dans l'ouest de la France. Ok. Et puis à un moment, je me souviens, on a vécu au-dessus d'une agence. Ça va être le directeur d'agence de l'agence. Et puis après il a bougé sur différents postes au sein du groupe. Ok. Et tu grandis où du coup? Alors, je ne vais pas le faire dans le détail, mais moi, je suis né à Saumur, j'ai vécu à Cholet, au Mans, Laval, Nantes, plusieurs fois à Laval. Donc, voilà, sur une quinzaine d'années, plusieurs villes, aux Herbiers, j'avais oublié, c'est en Vendée. Donc, l'Ouest, les Pays de Loire, quoi. Tu dirais que ça t'impacte comment quand tu es jeune et que tu bouges tous les 2-3 ans? J'imagine que ça doit être assez... Quand t'es petit, c'est hyper important, tes potes et tout, t'as pas envie de bouger d'endroit, genre tu le vivais bien ou... Non, le collège, le lycée, c'est l'enfer, ouais. tu recommences tout. Après, c'est aussi rétrospectivement, t'en meurs pas, on était bien entourés, donc tu te refais des copains, et puis j'ai encore mes potes du collège ou du lycée, Ouais. C'est aussi... ça t'enrichit parce qu'on a des parcours complètement différents, donc rétrospectivement, c'est bien évidemment une source de découverte, d'enrichissement, mais sur le moment, ouais, c'est un peu rude. Mais donc, tu avais l'impression tu penses que rétrospectivement, tu as quand même été moins dans ta bulle que d'autres, parce que du coup, t'arrêtais pas de changer de milieu, du coup, ça te fait prendre après, du recul. C'est une question de caractère, t'as pas besoin de ça pour t'ouvrir, pour aller chercher les autres, mais ouais, forcément, quand tu arrives en seconde, le premier jour, tu connais personne, alors que tout le monde se connaît, faut
ça te demande un peu d'énergie pour aller vers les autres, quoi. Je pense que ça doit développer un peu de curiosité, un peu d'attrait vers les autres. Du coup, à ce moment-là, si tu arrives à te remettre un peu dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à 17-18 ans, comment tu vois les choses et vers quelles études tu te diriges à ce moment-là? Moi, je voulais faire médecine. C'est un truc, peut-être que je finirai par faire médecine un jour. Et puis, je suis très bon à l'école, j'ai des bonnes notes. On me dit, attends, va quand même faire prépa, puis tu verras après. N'ayant pas on va dire, j'avais envie de faire médecine, mais pas non plus une conviction. On me dit, cette voie-là, elle est hyper prestigieuse, vas-y, ça vaut le coup de tenter. J'y vais, et puis je sais que ça va être plus confortable parce que je vais être en prépa, je serai chez mes parents. Donc c'est aussi hyper confortable parce que tu mets les pieds sous la table. Donc tu sais que pendant 2 ans, c'est facile, ce qui est aussi important pour moi. Donc je sais que je me mets dans un environnement facile pour réussir ma prépa. Ok, et excuse-moi mon snobisme parisien, mais le lycée où tu es, c'est connu la prépa, c'est quelque chose qui est je bouge encouragé, déjà, tout ça? Je bouge donc j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac au Mans, et puis après on arrive à Nantes. Ouais. Donc je demande pour avoir une prépa à Nantes que j'ai. C'est un bon lycée, ça s'appelle le lycée Clémenceau. Donc chaque année, ils mettent quelques élèves de 3 aux plus grandes écoles, que ce soit à l'IX ou à Normal. Ok. Pour les filières maths. Puis de HEC aussi, je pense qu'elle est moins bonne la prépa HEC. Mais du coup, c'est une bonne prépa de province. Ok, non, mais la prépa est bonne, mais je veux dire aussi en terminale, tu reçois les informations nécessaires à savoir ce que c'est qu'une prépa, à déposer ton dossier, à te dire, ok, il me faut des bonnes notes à partir de la première ou la seconde pour certaines prépas. Oui, parce que je suis un bon élève en tête de classe, donc c'est assez linéaire. On me dit, tiens, va faire une prépa. Il y en avait une dans le lycée dans lequel j'étais, donc c'était un truc qui était un petit peu connu. Et puis après, en revanche, j'ai jamais été poussé pour demander des prépas parisiennes. Je sais pas si c'est un truc du lycée où j'étais ou parce que on n'avait pas forcément connaissance de l'écart entre une prépa parisienne et une prépa de province. Puis il y a aussi un truc, tu sais pas, avant d'arriver en prépa, tu sais pas où tu vas te situer. Donc c'est difficile de dire, tiens, j'ai envie d'aller en prépa parisienne parce que je sais que je vais être dans le top et donc j'ai envie de pousser. Ou ça va être hyper dur, je vais me prendre que des sales notes. Je préfère être dans une prépa un peu moins bonne pour pas essayer d'être le dernier de la classe absolument. Ouais. Après, je pense que ça dépend des caractères. Il y a des gens qui marchent très bien quand ils sont dans les derniers. Je sais pas si c'est des gens qui ont un peu plus d'ego en se disant, bon, ils ont envie de rattraper les autres. Et oui, à l'inverse, qui marchent très très mal quand ils sont dans les premiers parce on est un peu attiré vers le milieu, quoi, quand même. Alors, moi, je sais que j'aurais moins bien. Enfin, je m'étais dit, je vaut mieux être en tête de classe d'une prépa moyenne plutôt qu'en milieu ou en fin de classe d'une super prépa. Ok. C'était un truc, ce sera moins dur, ce sera moins dur pour l'ego, ce sera moins dur pour avancer, ce sera plus motivant. Ok, donc il y a 3 raisons un peu. Il y a ce que tu viens de décrire, que tu préférais être dans une prépa un peu moins forte. 2, que les prépas parisiennes n'étaient pas forcément mis en avant à fond. Et 3, que tu t'étais dit, je préfère rester dans un cadre, j'ai privilégié le cadre autour de moi, pour être dans de bonnes conditions, pour me projeter et puis pour travailler. Et c'est vrai que ça, moi je rebondis là-dessus, juste petit parallèle avec mon expérience. Au moment où j'étais stagiaire chez Goldman, donc j'arrivais au boulot à 7h30, je terminais à 23h, c'était assez intense. Et à ce moment-là, c'est vrai que je vivais en fait chez mes parents. Bon, c'était compliqué parce que j'étais en stage, je rentrais des États-Unis, donc il y avait le retour un peu chez les parents. J'ai l'impression de Tanguy, j'avais 23 ans, mais Tanguy 23 ans chez ses parents. Et pendant 6 mois, je pense que c'était essentiel que je sois chez eux parce que je rentrais à 23h, effectivement, pieds sous la table, le dîner était prêt. À la limite, je le réchauffais un peu au micro-ondes. Mais donc, non, mais je comprends que ça ait pu t'aider à ce moment-là. Aussi, du coup, tu n'avais pas trop de temps de trajet par rapport à ta prépa, tout ça, quoi. J'ai un scooter à l'époque. J'ai un scooter. C'était, franchement, et puis j'ai sans doute un peu abusé avec mes parents. Tu forces le trait pour en faire encore moins. Mais c'est une période où mais c'était pour ça, c'est tourner autour de moi pour que je puisse réussir ma prépa. Ouais, ok. Et t'es enfant unique du coup ? Non, j'ai un grand frère. T'as un grand frère qui était passé par la prépa aussi ? Non, qui justement venait de louper médecine pour la deuxième fois, donc il savait qu'il l'aurait pas. Et je pense que ça n'a pas complètement. Enfin, du coup, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle je me suis pas dit, tiens, moi je vais aller faire médecine. Ouais. Ok. Ça t'a déchauffé un peu. Ouais. Ok, donc sur la prépa, tu choisis du coup de faire PCSI, c'est ça ? Alors que bon, la voie royale, c'est Mathieu, c'est ça ? Ouais, en tout cas à cette époque-là, comment tu fais ce choix-là ? Je regarde un petit peu le nombre de places dans les concours.
Et puis j'ai l'impression qu'il y en a, par exemple, à l'X ou même à Centrale. Tu as le même nombre de places à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais que tu sois dans les filières MP ou PC. Bon, bah, je me dis, bah, si j'ai le même nombre de places et que c'est un peu moins prestigieux, moins dur, bah, autant prendre PC, ça veut dire que j'ai plus de chances d'intégrer. D'accord, Donc c'est un peu un il y choix a le même tactique. nombre de places, il y a le même nombre de candidats, à peu près. À peu près, ou un Mais peu. c'est juste que les meilleurs vont en MP, quoi. Bah, donc, toi, en tout cas, tu as l'impression que les meilleurs vont en MP. Ok. Donc, moi, je m'étais dit, bah, allons PC, si j'ai même chance d'avoir, si j'ai la même chance de rentrer toi, dans les grandes écoles, autant prendre le truc qui est a priori un peu moins compétitif. Ouais, d'accord. Donc PCSI. Après, il y a des histoires de PCSI étoile ou Ouais, non, PC étoile, après, ils font des classes un peu de niveau sur la Ok. deuxième année de prépa. Ok, donc ça, même dans la prépa à Nantes, il y Ouais. avait ça. Ok, Ouais. ça, je pensais que c'était un truc que de Ginette ou des prépas méga élitistes, mais non. ok. Non, je crois pas. Je crois que Ok. sinon, si t'avais pas les PC 10 étoiles ou PC normal ou MP étoile Ouais. ou même MP normal, tu rentres pas dans les écoles, dans les très grandes écoles, je crois. Ouais, ok. L'intérêt de ça, c'est que ça va être un programme assez différent. Enfin, ça va être. Bah, peut-être tu prépares pas le même concours, en fait, quoi. Ouais, donc, je pense que le programme, tu le fais plus vite et tu révises plus les gros concours. D'accord, tu vois. ouais. Mais normalement, le programme, c'est le même. Ok. Enfin, les concours se passent bien, du coup. T'as des Ouais, anecdotes sur les concours. Sachant que ce qui est intéressant, enfin, vous, les oraux, c'est un gros coef, non notamment à Polytechnique, je crois. Ouais, je pense que c'est le même. Enfin, c'est un gros coef. Ouais, Et c'est même plus important le coef des oraux que des écrits. Ouais, franchement, j'en sais rien. Je sais plus, Non, ok, je ok, sais ok. plus. Mais c'est il me semblait qu'il y avait un partie truc comme ça chez les ingénieurs où tu remets, enfin tout se rejoue à l'oral. Ah, tu quoi. rejoues, ouais. Ouais, Je c'est pense ça. que tu rejoues. Ok. Toi, si t'es le dernier admissible pour aller à l'oral, il a toutes ses chances de rentrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le premier admissible, c'est pas Et fait il est pas, non plus, quoi. il est pas Ok. garanti. Ok. Tu vois. Bon, souvent, il va être pris parce que si c'est le premier, ça veut dire qu'il a bien cartonné. Et puis, tu vois, Ouais. les épreuves, les oraux sont quand même une répétition en plus court quand même de ce que tu sais faire normalement à l'écrit. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, Ok. Mais ça peut être déstabilisant l'oral quand même. Un oral de maths avec un colleur un peu difficile. Non ouais, moi j'ai bien aimé toute ma partie. Ok. Ouais, c'est une partie en plus. Tu pars de chez toi, genre, mes parents avaient récupéré un appart d'un de leurs copains à Paris, donc je passe 3 semaines à Paris, tout seul dans un appart à faire mes oraux. Donc c'est aussi une période où tu découvres, je n'étais jamais venu à Paris tout seul, donc c'est une période pas désagréable. Ok. Non, je garde un plutôt bon souvenir des oraux. Ouais. Et tout. Ok. Donc tu vas intégrer du coup Polytechnique. Mm. Alors c'est une école l'X où il y a pas mal de mythes autour. Comment ça se passe un peu ton expérience là-bas? Moi, déjà j'y vais, je suis pris, donc j'y vais. C'était aussi t'es payé. Donc c'est vrai que tu signes un contrat, tu rentres au service de l'État et tu as la chance d'être payé, donc d'être rémunéré. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, je suis indépendant financièrement. Et ça, c'est aussi, je suis plus un poids pour personne, ça veut dire que je me gère. Ça, c'est un critère assez important pour moi. Donc c'est le début un peu de l'indépendance. Ça, c'est le premier point, c'est une raison importante pour laquelle j'ai choisi l'X. Et puis après, j'étais pas anti-militariste, mais j'avais pas une affection particulière pour la défense. La défense au sens, le ministère de la Défense. Et en vrai, la découverte de l'armée, la découverte du rôle social de l'armée, parce que c'est l'armée de terre, je crois, moi j'ai fait dans l'armée de terre, c'était à l'époque 40 000 personnes. Bah, quand tu es une entreprise, ou en tout cas, c'est pas une entreprise, mais un corps de l'État qui embauche, qui fait vivre 40 000 personnes, bah oui, tu as un rôle social. Sur les gens que tu recrutes, sur les gens que tu formes, avec tous les niveaux de formation. Tu recrutes, tu recrutes en troisième, je pense, sortie de troisième, jusqu'à du super diplômé. Okay. Donc tu as tous les corps du pays qui sont représentés, tous les corps sociaux. Et je me suis rendu compte, donc de l'intérêt, l'importance sociale de l'armée, et puis aussi de l'intérêt, de l'importance de la défense. Tu vois, c'est pas aujourd'hui qu'on va un peu qu'on dira le contraire. Et moi, je garde un attachement assez fort donc à ces sujets-là, effectivement. Je regarde à chaque année le budget de la défense, ce qu'on y fait, pourquoi on y fait. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'ai gardé. Il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était l'uniforme. Quand tu arrives, donc on rentre fin août, 2 jours après, au lendemain, alors pour la petite blague, on te rase, hein, tu vois, donc j'ai dit, allez, je joue le jeu, donc je me suis fait raser hyper court, tu vois. Mais surtout, tu as un uniforme. Et
en vrai, c'est fantastique parce que ça casse toutes les barrières sociales, puisque tu te retrouves dans des groupes où tu sais pas d'où vient le gars à côté de toi, parce que bah oui, on est tous habillés pareil. Ouais, d'accord. Et je trouve que bah, du coup, tu vas vers des gens vers qui tu n'aurais peut-être pas été naturellement, parce que tu as cassé cette barrière sociale. Donc je trouve que c'est un retour d'expérience hyper fort sur ouais, finalement l'égalité par l'uniforme. Ouais, ouais. Parce que, bon, à Polytechnique, peut-être que c'était le cas à l'époque, mais il n'y a pas une énorme mixité sociale. Mais vous, comment ça marche? Quand vous faites votre service militaire, vous êtes, je sais pas, lieutenant, c'est ça? Ou vous avez un Alors, certain... c'était la stat et je crois qu'elle s'est malheureusement aggravée depuis. Moi, quand je rentre, je crois, enfin, dans les années 80-90, la moitié des élèves qui rentraient avaient un parent, soit qui était ouvrier, agriculteur. Alors, c'est aussi des métiers qui sont moins nombreux aujourd'hui. Et quand moi je rentre, je crois qu'il n'y a que 20% il y en a plus que 20%. Ouais, Une stat qui était assez parlante, c'est qu'un élève sur deux qui rentre a un parent prof. ouais, d'accord. Ok. Donc c'est aussi, bah, je pense que c'est le contexte familial qui te pousse à faire des études, etc. Mais, Ouais, et je pense que la stat, elle est aujourd'hui mais encore plus vraie sur les enfants qui rentrent à l'X, dont un des parents a fait l'X. ok. Donc c'est un peu flippant sur la mixité sociale ou l'ascenseur social, qui est une école comme ça, qui pourtant est gratuite. Et pour passer les concours, c'est relativement peu onéreux. Et en plus, tu es payé. Et donc, ça devrait être un vecteur d'ascenseur social. Ça pourrait être un vecteur d'ascenseur social. Donc, Ouais, ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour le coup, à l'armée, vous êtes vraiment mélangé avec des gens qui ne sont ouais. pas des polytechniciens. Après, donc oui, on est aspirant, c'est le premier grade des officiers en attendant d'être sous-lieutenant, lieutenant, etc. Et donc là, on se retrouve avec effectivement, différents grades, différents âges, et on arrive avec des espèces de galons quand même d'officiers. Donc on a une place un peu bizarre parce que on va rester 9 mois dans l'armée. Donc on va pas, on s'inscrit pas dans une carrière longue et en même temps il faut quand même essayer de se rendre utile pendant nos 9 mois. Donc moi je garde un souvenir assez ému du moment dans l'armée. Déjà tu bosses, tu te lèves tous les matins pour bosser, c'est la première fois quand même. Et puis des rencontres assez sympas avec plein d'âges différents. Et puis on était encadré, je me souviens d'un adjudant chef qui nous encadrait. Donc c'est un gars qui a fait toute sa carrière dans l'armée, qui a plutôt une cinquantaine, soixantaine d'années et qui voit arriver les petits minés de 20 ans qui sortent de l'X et qui savent rien faire. Ouais. Donc je garde un souvenir assez ému de ces rencontres-là. Ça, Okay. cool. Et dans les autres mythes un peu sur Polytechnique, on s'imagine qu'il y a un réseau d'alumni très puissant, très soudé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, on a un des réseaux, en tout cas le réseau très fort. Il est lié à l'exigence de l'école pour rentrer. Tu vois, j'en ai un peu le même chez Goldman, puisque moi aussi j'ai bossé chez Goldman. Mais donc, comme c'est difficile d'y rentrer, effectivement, on reconnaît que comme tu as dû rentrer, on te reconnaît quelques qualités. Et très tôt, en tout cas, donc, dès que tu rentres, tu as l'impression d'appartenir à cette communauté. Il y a beaucoup, pendant tout le parcours à l'école, tu as quand même beaucoup d'anciens qui reviennent. Et c'est aussi des moments d'avoir des contacts avec eux. Et puis tu sais que tu peux les solliciter si tu en as besoin pour un stage ou pour autre. Donc on a plein d'entreprises qui viennent parrainer l'école. Et quand ils parrainent, c'est parce que l'un des dirigeants ou plusieurs sont issus de cette école-là. Donc ce lien, il se fait très tôt. Et on a suffisamment de contacts avec des gens qui sont déjà qui sont déjà en poste pour pouvoir déclencher tout de suite une demande de stage ou des conseils pour après. Okay. Et j'avoue que ça se fait avec toutes les générations, que ce soit les dirigeants des grandes entreprises qui viennent nous parrainer ou même les générations de juste avant. Qui t'aident au début. Et par exemple, donc moi après l'IX, j'ai été à New York University. Et pendant un mois, j'ai été hébergé chez un gars de l'école qui avait 2 ans de plus que moi, qui était arrivé avant, que j'avais jamais vu. Ouais. Mais je l'avais sollicité en disant moi je vais faire ça comme toi, est-ce que c'est bien? Oui, c'est super. Il m'avait dit attends, mais tu arrives à New York, comment tu fais au début? Puisque toi tu arrives, tu n'as pas de logement, tu n'as pas trouvé un logement auparavant, quoi. Surtout il y a 20 ans. Il dit viens chez moi et puis on se débrouillera. Donc je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, et j'ai passé un mois chez lui. Ok.
Alors, ça fait la transition parfaite pour la suite. Donc, c'est quoi? C'est ta dernière année, c'est un programme d'échange ou c'est un double diplôme avec, C'est un double diplôme. avec New York University, Ouais. NYU. Pourquoi tu vas là-bas? C'est une volonté de vivre le rêve américain? Qu'est-ce que c'est? Je veux aller à New York, je suis déjà allé, j'adore. Et je me suis dit, c'est le moment de partir. Et puis on verra après si je reviens ou pas. Et puis c'était pour faire des maths appliquées. Et puis bosser en finance de marché a priori. Je dis, si je peux le faire, autant essayer de le faire à New York. Et puis on verra, quoi. Ok. Alors comment ça se passe l'expérience à New York? Déjà NYU, super. Parce que j'avais d'autres facs américaines. Dont d'autres où je payais pas mes études parce que j'avais des scholarships, mais j'ai préféré aller à New York pour être, notamment NYU, parce que tu es dans Manhattan, c'est autour de Washington Square. Ok. Donc j'y suis allé avec un copain, on a eu un appart sur la 18e rue. On a vécu 18 mois fantastiques à New York. Donc j'y suis vraiment allé pour New York. Le campus est dans Manhattan, c'est impressionnant. C'est autour de Washington Square, tu vois, c'est tout violet. Si vous allez à New York, vous verrez. Alors ça veut dire que c'est pas le campus à l'américaine, où c'est l'énorme campus avec les installations de sport, de malades, où tu vis dans des dorms, etc. Puisqu'il y en a certains, c'est pour les undergrads. Toi, moi, j'y suis allé pour être en master. Et donc tu n'es pas logé sur le campus, donc on louait un appart. Juste à côté, mais t'es au milieu de Manhattan, t'es dans le village, c'est quand même c'est une super expérience. Et t'as fait des soirées où tu te fais un peu passer pour un undergrad dans les les fraternités, t'arrives à vivre un petit peu ce truc-là. C'est sympa quoi, de vivre ce truc-là quoi. C'est pas le campus typique à l'américaine, mais t'as quand même cette ambiance de fac tout autour de Washington Square qui est incroyable. Ok. À ce moment-là, donc pourquoi rentrer en France après? Ou est-ce que tu commences à bosser aux États-Unis ou tu commences à bosser? Je commence à bosser aux États-Unis par un ancien que j'ai rencontré. Je rentre chez Goldman en stage. Dans le siège de Goldman ou sur Wall Street. Donc tu es chez Goldman à Wall Street en 2007-2006, c'est ça? 2005. 2005, donc vraiment à la belle époque. Quoi. Ouais, voilà, à la belle époque. Je n'ai pas eu que le nez creux. 2005, je commence en 2005, je fais mon stage en 2005, je suis embauché en 2006. Et en fait, je rencontre celle qui deviendra ma femme et avec qui on a fait 3 enfants à New York, qui est française, et elle qui fait un échange et qui rentre à Paris. Donc au début, je fais des allers-retours New York-Paris, et puis comme ça, c'est un peu fatigant et pas très pratique. Je me fais muter chez Goldman à Londres. Et donc je commence à Londres en 2006 à Londres. Je repasse un an à Londres en 2006 chez Goldman. Ok. Alors, pourquoi déjà, est-ce que tu peux expliquer à ce moment-là, pourquoi tu te lances dans la finance de marché à ce moment-là, en tant qu'ingénieur? J'aime bien les maths appliquées, et j'aime bien coder. C'est un truc qui me plaît aussi. Et donc ça matche plutôt pas mal. C'est des maths assez compliquées. On est une expertise qui est assez rare. Donc, c'est facile de trouver du boulot. Toutes les banques sont attirées par notre type de profil. Et puis, à titre perso, c'est vrai que c'est des boulots où c'est très intense, mais tu bosses pas le week-end, grosso modo, parce que les marchés sont fermés. Donc, ça limite ton amplitude horaire. C'est très opérationnel. Tu as une espèce tu vois assez rapidement l'impact que tu as. Et tu es quand même très bien payé. Donc, tu te dis... dis donc, c'est un arbitrage plutôt pas mal, donc allons voir. Ok, très bien. Tu commences du coup par le métier de quant. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est, ou quant plutôt? C'est les métiers où tu réalises les modèles, tu les implémentes, tu les codes, et tu mets des outils à disposition des traders pour qu'ils prennent des décisions. En gros, la finance de marché, c'est quoi? C'est on vend des produits d'investissement ou de couverture à des institutionnels, des privés. C'est ceux qui sont en banque privée, ils veulent investir pour préparer leur retraite. Les institutionnels, ils investissent aussi pour donner des investissements pour d'autres clients derrière. Donc on a différents types de clients qui achètent des produits compliqués. Et le rôle du trader, c'est de les vendre au bon prix et puis de se couvrir pour qu'à la fin, la banque elle puisse bien générer le revenu attendu pour tout le monde. Et le quant, il fait quoi? Lui, il met des outils pour que le trader puisse prendre des décisions. Donc, faut bien comprendre les produits qui arrivent, il faut bien comprendre le marché, ce qui va effectivement pouvoir être possible par le trader sur le marché. Et puis, c'est ensuite du code
pour que il puisse avoir les outils visuels, que ça lui sorte des chiffres, des positions à couvrir de manière très concrète. Ouais. C'est vrai que ça surprend peut-être un peu les gens de l'extérieur, mais la majorité de ces produits-là, ce qu'on appelle les produits structurés, en gros. Et c'est vrai que le rendu final sur la term sheet, le contrat, a l'air assez facile. On dit, dans tel scénario, tu gagnes tant, dans tel scénario, tu perds tant. Mais c'est vrai que derrière, c'est plein d'options donc qu'on appelle exotiques, qui s'imbriquent et qui sont assez compliquées à pricer, qui sont dépendants donc, des modèles un peu sur la volatilité, les dividendes, sur la corrélation, sur pas mal de choses complexes. Et donc ça, c'est géré par le quant, quoi. Et parfois, il y a des choses qui n'étaient pas trop dans le modèle. Il y a une crise qui montre qu'on sort un peu du modèle et on va en parler, en parler justement. Donc, au moment où arrive la crise des subprimes, t'es où et tu fais quoi, toi? Et du coup, je suis rentré chez BNP Paribas en 2007. En mars 2007, pour des raisons aussi perso, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours Londres-Paris et j'ai voulu rentrer à Paris. Et puis j'ai trouvé donc une opportunité chez BNP Paribas. Je suis au début structureur, donc c'est un peu là tu fais le lien entre les clients et puis le trader. Et puis en 2008, je suis trader, donc je récupère un book dit de volatilité ou de convexité courant 2008. Qu'est-ce que c'est que ça, un book de convexité? En gros, c'était c'est comme tu le dis, c'est des événements un peu extrêmes. Donc, on vend en tout cas, on vendait des produits où il se passait des choses un peu compliquées en cas d'événements un peu extrêmes. Donc, on essayait de se couvrir contre ces événements un peu extrêmes. Puis, ils arrivent bien de plein fouet en 2008. Ok. Alors juste sur structureur, donc tu dis relation entre un peu les clients et le trading, c'est en gros si le sales a une demande qu'il peut pas pricer lui-même, il va passer par la structuration. Il y a aussi par exemple, tu fais un truc sur le CAC 40, oui, mais dans le CAC 40, il y a des entreprises que je veux pas parce que, notamment aujourd'hui, on fait des thématiques très ESG, donc on peut faire des produits avec des entreprises plus ESG responsables. C'est quoi ton conseil, lesquels on met dedans pour que quand même le produit soit attractif? Donc, toute cette partie, c'est vraiment structurer les produits, le produit pour rendre quelque chose d'attractif pour le client. Ouais, c'est ça. Je me rappelle un entretien de structuration, moi, donc il y a un structureur qui m'avait dit c'est quoi finalement être structureur, et je lui ai dit quand on a un appel d'offres, on est sur une compétitivité prix, et en fait le but c'est de sortir de cette compétitivité prix. Il y a 3 leviers, il y a le produit structuré, donc vraiment les innovations sur le produit, il y a le sous-jacent, donc sur quoi on price ce produit, et troisième chose, le wrapper, ce qu'on le met dans un EMTN, voilà, ou une note classique, voilà. Il m'avait dit que c'était pas du tout ça. Donc voilà, moi je suis toujours content de cette réponse. Mais si elle me paraît pas mal. mais c'est vrai que je me rappelle que dans les appels d'offres à l'époque, quand c'était pas un appel d'offres sur le prix, donc celui qui a le meilleur prix gagne, on appelait ça nous un beauty contest. Je sais pas si vous appelez ça comme ça, voilà, et où on peut arriver avec une idée à dire voilà, effectivement on va jouer les entreprises ESG, on va jouer les pétrolières ou autre chose, quoi. Ok, et donc au moment, donc toi t'as ce book, donc maintenant t'as été quant, t'as été structureur. Pourquoi de structureur d'ailleurs tu décides de passer vers trader plutôt? Parce que c'est plus attractif, parce que t'as une question aussi d'être aux manettes. Quand tu es trader, tu es responsable de ton book, c'est toi qui décides dans les limites de risque, puis tu es encadré avec bien évidemment t'es limité sur tout ce que tu peux passer, mais n'empêche qu'à l'intérieur de ces limites-là, c'est toi qui décides, c'est toi qui as la main. Et ça, c'était un truc qui m'attirait, dont j'avais envie de faire l'expérience. C'est vrai que voilà, pour préciser un peu à ceux qui nous écoutent qui sont un peu plus loin de la salle de marché, le métier de structureur, même s'il y a des choses d'innovation dont on a parlé, c'est essentiellement de faire des prix. Et donc on a l'impression que tu as un peu que du downside, c'est-à-dire qu'on va pas te féliciter d'avoir fait un prix juste. Par contre, si tu fais un prix faux, tu te fais éclater. Et t'as pas notamment ce qu'on appelle un PNL, un profit and losses, qui permet de quantifier à la fin de l'année un peu combien tu as rapporté à la banque, ce qu'ont les traders et ce qu'ont d'une certaine mesure les vendeurs. Et donc, forcément, ces fonctions-là sont en général mieux valorisées dans la banque que les structures, ou même que les quants d'ailleurs, quoi. Ok. Donc tu passes vers le trading. Comment ça se passe la crise des subprimes? Est-ce que tu peux nous raconter? Je crois que tu es la première personne qui passe sur le talk show. Ah non, on a eu Mathias Bacchino aussi. Tu es la deuxième personne qui a vécu la crise des subprimes. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Moi, c'est quand même une période super dur, parce que tu arrives le matin, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Au milieu de la journée, tu dis ça va aller, et puis le soir, tu arrives, c'est l'enfer.
on a perdu de l'argent, il s'est passé des trucs, on n'aurait pas dû faire ça au cours de la journée. Enfin, tu prends des mauvaises décisions à midi et qui coûtent cher le soir. Des fois, c'est l'inverse. Ouais. Donc, ça te permet aussi un peu de prendre un peu de recul, tu vois, par rapport au job. Moi, je dis souvent, je suis pas chirurgien, donc tu vois, mais donc ça permet de prendre un peu de recul sur le stress aussi. Après, c'est une période assez incroyable parce que tu as l'impression d'être dans l'avion qui se crache, mais au moins tu es dans le cockpit. Donc tu vois ce qui est en train de se passer, tu comprends, tu vois, tu regardes toutes les entreprises qu'elles sont en train de vivre, tu regardes toutes les banques qu'elles sont en train de vivre. Donc c'est aussi, tu es un peu plus aux manettes à ta petite échelle que si tu es un peu loin et que tu comprends pas ce qui se passe. Ouais. Et enfin, un truc qui se passe, alors moi, on me l'a raconté après, hein, mais dans tes modèles, tu as prévu des choses qui, en fait, tes modèles deviennent complètement faux, quoi. Et pour Ouais. te donner un exemple un peu concret, sur les dividendes, par exemple, apparemment, on avait des modèles essentiellement proportionnels. Donc, par exemple, on prévoit que l'action va payer un dividende de 3%. Quand l'action vaut 100 euros, elle va payer 3 euros. Et en fait, quand le prix de l'action se divise par 2, il passe de 100 à 50, bah, en fait, le dividende, il passe pas de 3 à 1,5, il passe de 3 à 0, quoi. Et donc, voilà, ça, on s'en est rendu compte à ce moment-là. Et donc, comme les traders, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais sont souvent longs des dividendes, bon, il y a des pertes colossales qui sont arrivées, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un monde où les modèles que tu pensais être vrais, en fait, quand on sort de certaines zones, les modèles deviennent complètement faux, quoi. Bah, tu passes ton temps à recalculer ce que tu peux recalculer et Ouais. si ça va assez vite ou pas assez vite, d'où l'intérêt des quants aussi pour avoir des modèles qui te permettent soit de faire des approximations, pour aller plus vite, pour pouvoir prendre des bonnes, enfin en tout cas essayer de voir les meilleures décisions que tu puisses prendre. C'est aussi à cette époque-là où on a mis en place plein de scénarios extrêmes qu'on n'avait pas forcément avant, en disant bah voilà, s'il se passe un peu la fin du monde, à quoi ça ressemble mon book demain. Donc, puisque des cas, donc on fait des gros scénarios où, par exemple, tout le marché perd 20%, tu vois, ce qui arrive très, très, très rarement, voire jamais, sauf effectivement en 2008. Alors, je ne sais pas quelle est la pire perte qu'il ait fait, mais avant, on ne le faisait jamais. Donc là, tu te dis, ah, si le marché perd 10 ou 20%, voilà ce qui se passe sur mon book. Ah oui, soit ça va mieux parce que soit ça va mieux, soit c'est vraiment horrible. Et donc ça te permet de prendre une décision en disant, bah voilà, peut-être que je devrais prendre un peu de cette couverture-là. Peut-être qu'elle va servir à rien. La plupart du temps, elle sert à rien. Mais si demain on se réveille et que c'est 2008, eh ben, au moins ça me couvrira un peu dans ce scénario-là. Ok. Et comment se passe l'après 2008? Donc toi, tu vas rester trader jusqu'en 2013, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe après? Est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas frustrant parce que bon, il y a de nouvelles réglementations qui arrivent. Qui dit nouvelle réglementation dit plus d'équipes en légal, en compliance et tout ça en interne, et donc plus de coûts pour la banque, donc des revenus un peu moins élevés. Tu n'as aussi pas le droit de prendre autant de risques qu'à l'époque. Donc est-ce qu'il n'y a pas le sentiment un peu d'être après un âge d'or et de se dire ah, c'était mieux avant, je suis arrivé trop tard dans la banque? Comment tu vis cette période de l'après-subprime? C'est une période de renormalisation. Ou de normalisation, après avoir un boom de ces métiers-là ou beaucoup d'innovation. Enfin, on a passé, je pense, le début de 2000 à 2008, on a inventé plein de choses assez incroyables. Donc, on a eu une grosse période d'innovation et où la finance de marché avait besoin, je pense, de gens super smart pour inventer plus vite que les autres, un environnement très compétitif, se couvrir mieux que les autres, mieux anticiper les risques que les autres n'avaient pas vus. Donc, un gros environnement concurrentiel où la performance individuelle était très mise en avant et avait du sens dans cet environnement en pleine croissance. Post-2008, les limites, ce qu'on appelle les limites d'exposition sont réduites. On commence à regarder justement ce qui se passe dans les scénarios compliqués et donc on réduit notablement les limites des traders. Et en fait, on se rend compte, en tout cas, ce qui a de la valeur, comme une banque chez BNP Paribas, c'est beaucoup la franchise commerciale, c'est toute l'organisation qui a beaucoup de valeur pour les clients. Parce qu'on sait distribuer des produits, parce qu'on sait en inventer, parce qu'on sait faire du marketing autour, et parce qu'on a des usines pour faire des bons prix. Le rôle de l'individu trader, finalement là-dedans, comme tes limites elles sont bien réduites, il est moins important puisque ce qu'on veut faire c'est distribuer des produits au bon prix partout
et ne pas avoir finalement, ou avoir le moins possible de risques, parce que c'est pas notre métier de gagner ou de perdre beaucoup d'argent s'il y a un moins 20%. Le métier de la banque, c'est de distribuer des produits financiers à des investisseurs, à des assureurs, à des gens particuliers dans tous les différents réseaux qui distribuent ce type de produits, et de les distribuer au bon prix, et de se couvrir. Et donc, tout ce qu'on fait ensuite, c'est pour se couvrir et assurer la liquidité de ces produits-là. Donc, le rôle individuel du trader, il change un petit peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la réglementation a imposé une séparation puis un bannissement des activités de trading pour compte propre trading, puisque, oui, est-ce que ça fait du sens dans une banque d'avoir ce type d'activité? Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de mes copains, anciens collègues, qui, eux, sont partis faire ce métier-là dans des hedge funds, où là, du coup, c'est t'es rémunéré à la performance. Si ça va bien, t'es bien payé et on te dit bravo. Si ça va pas, t'es viré. Donc, c'est vraiment où là, l'intérêt individuel, il est vraiment d'aller chercher la performance individuelle. Pour juste redonner le contexte aux gens, donc effectivement, ce que tu décris, c'est la loi Volcker, donc avant la loi Volcker, les banques pouvaient prendre des risques, se dire j'achète du pétrole, je vends du cuivre, je parie sur Peugeot. Depuis la loi Volcker, sur la plupart des classes d'actifs, le métier de trader consiste à couvrir les risques des positions vendues par les vendeurs aux clients, quoi. Et donc, depuis ce changement de Volcker, tu aurais tendance à dire que les sales, les vendeurs sont mieux valorisés que les traders, enfin en tout cas, sont plus valorisés qu'avant. Non, parce qu'il l'était. Il l'était, mais je pense que ce qui est plus valorisé, en tout cas, c'est plutôt moi j'appelle ça la franchise. Donc c'est toute l'organisation qu'on met en place. C'est le management, puisque ça veut dire qu'il faut avoir les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça qui est plus valorisé, alors qu'avant, je pense que c'était un métier beaucoup plus individualiste. Où la performance individuelle est plus valorisée. Là, on va valoriser, à mon avis, la performance collective et donc le management. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais la data que à un moment à Société Générale, donc ça remonte à un moment quand Daniel Bouton était PDG, donc il revoyait les salaires des gens les mieux payés, et Daniel Bouton, donc le PDG de Société Générale, apparaissait 130e dans les salaires. Et donc bref, j'avais eu l'anecdote, ça lui avait fait un peu péter un câble parce qu'il avait un certain ego, mais il disait, donc à chaque fois il demandait, lui un tel c'est qui, il fait quoi, et ça. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là c'était beaucoup plus individualiste, et il fallait pas forcément être manager pour avoir un gros salaire. Et maintenant, ce truc-là a changé en banque. Et donc, il y a un peu le truc où tout le monde veut être manager, parce que tu as l'impression que c'est là qu'il faut être pour faire grossir ton salaire, être valorisé, quoi. Donc, Alors, ça dépend, parce que je pense qu'il y a aussi, aujourd'hui, 10 ans après, on revalorise aussi des métiers d'experts. Alors, c'est peut-être moins, je ne parle pas forcément là de finance de marché, mais il faut aussi qu'on apprenne à valoriser des métiers d'experts qui sont utiles sans être manager. Tout le monde n'a pas envie d'être manager. Donc, tu as l'effet inverse aujourd'hui qui revient. Mais en tout cas, sur la finance de marché, on est à un extrême inverse. C'était l'hyper individualisation et finalement, moi j'appelle ça la franchise, qui montre son rôle et l'importance de la franchise au sein d'une banque. Donc, on arrive à un juste milieu, tu dirais, entre les deux, en tout cas, on a besoin d'expertise, de gens qui sont super bons, et de les valoriser pour pas que justement ils se disent si je suis pas manager je suis nul. Voilà. Et en même temps on a besoin de managers, parce que c'est ça qui fait grandir aussi l'entreprise. Oui, c'est ça, c'est vraiment des métiers à part. Manager, c'est pas forcément mieux qu'un expert, quoi. C'est un métier complètement différent, quoi. Et en plus, on a eu tendance à mettre le meilleur expert manager, ce qui est la relation de cause à effet quand même pas évidente, voire au contraire, quoi. Alors justement, on va en parler plus tard dans ta carrière, on va arriver sur ces sujets-là, mais avant, est-ce que tu peux nous donner un peu tu as été trader pendant 5 ans, sans nous dire forcément pour toi, mais quelle serait un peu la fourchette de salaire que peut espérer un trader dans une banque française au bout de 5 ans d'expérience ? Je pense que c'est hyper variable. C'est hyper pour variable, le coup. Ça, c'est un des trucs qui est aussi bien, c'est que les années où ça marche bien, t'espères avoir un plus gros bonus, et puis les années où ça marche moins bien, t'en as pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, je trouve, qui est assez valorisant. Parce que ton bonus, c'est quel par rapport à ton fixe ? C'est quoi ? C'est 3 fois ton fixe ? Alors ça peut l'être, mais tu sais que maintenant, la réglementation t'impose justement pour pas qu'une année tu puisses te dire, tiens, je fais n'importe quoi, et puis je vais être super bien payé même si j'ai pris des gros risques. On t'impose de lisser ton bonus. Donc sur les 3 années suivantes de l'année où tu as obtenu cette rémunération. Donc on le lisse en te donnant des actions que tu récupères, que tu vestes sur 3 à 5 ans. Ou du cash aussi, une partie en cash. Okay. Mais donc il faut être dans l'entreprise, puis c'est sous condition. Mais ce qui permet aussi d'avoir un temps long pour toi, de te dire, je ne m'inscris pas juste cette année parce que j'ai fait un gros coup. Ce que je fais, ça doit être rentable, ça doit être valable pour l'entreprise au moins à 3 à 4 ans.
D'accord, ok. Et tout ça, ça a permis de lisser, d'éviter sans doute certains abus qu'il y a pu y avoir, notamment près 2008. Ok. Mais en fourchette, donc tu dis c'est très variable. Ouais, le package global, je sais pas, c'est Ouais. entre 100 000 euros, 500 000 euros, quelque chose Ok, comme ça. quelque chose comme ça au bout de 5 ans. Quoi. Ouais. Et bon, je pense que dans les banques américaines, ça peut être encore plus. Oui, puis Ouais. être à Paris ou à Londres ou à New York, c'est pas la même Oui, chose. oui, bien sûr. Je pense Ouais. que le coût de la vie étant suffisamment différent, enfin, les salaires sont aussi très différents, je pense, dans ces villes-là. Qu'est-ce qui va se passer en 2013 pour que tu décides de quitter cet environnement qui est considéré par certains comme le Graal, vraiment, t'es trader sur un book intéressant. Voilà. Pourquoi est-ce que tu vas quitter ça? J'ai changé de book en 2010. J'ai un super book, l'un des plus beaux books chez BNP Paribas, où tu as multi-actions, tous les continents. J'ai super heureux d'avoir ce book-là. Mais ça fait 3 ans, je m'ennuie un peu. J'ai l'impression de faire un peu toujours la même chose. Je me dis, zut, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Donc je me dis, tiens, il faut que j'évolue. Et puis, je fais la tournée un petit peu du réseau, notamment en interne, puisque comme je vais aussi les différer sur plusieurs années, c'est moins facile de quitter, Ouais. de quitter le groupe. En plus de ça, si je veux faire autre chose, c'est compliqué en externe de dire, tiens, j'étais trader ici, je vais aller faire autre chose ailleurs. En fait, je retrouve en interne, donc c'est un X qui me recrute. Je me retrouve dans c'est le cabinet de la direction générale du groupe. Ça s'appelle la gestion financière. Et en fait, c'est une équipe qui gère, qui fait du conseil sur toutes les opérations qui ont de l'impact pour le groupe. Notamment autour du capital du groupe, donc des opérations de M&A, donc de cession, d'acquisition, des opérations de restructuration pour le groupe. Et donc c'est une équipe où c'est que des dossiers souvent compliqués ou non standards, et donc ils recherchent des profils qui vont s'adapter, pas forcément des gens qui ont une compétence tout de suite exploitable. Donc c'est pour ça qu'on me fait un peu confiance. Je dis, viens voir, je suis sûr que tu vas réussir à apprendre des choses rapidement et fournir des bonnes analyses. Et donc je fais ça 3 ans. Ok, les questions que se posent beaucoup de personnes, c'est est-ce que en termes de salaire, est-ce que c'est dur? Est-ce que tu prends un cut important à ce moment-là ou... Je divise ma REM par 3. Ok. Donc après, on est quand même, je bien payé. Mais par contre, oui, c'est un choix. C'est un choix assumé et conscient. Ouais. Mais tu te dis qu'à moyen long terme, ça sera plus porteur et que... Je le fais pas pour l'argent. Ouais. Je le fais parce que j'ai envie de découvrir autre chose, parce que je suis curieux, parce que je me dis, je me vois pas m'enfermer, dans un métier. J'ai envie de voir autre chose. Donc je le fais vraiment par curiosité, par envie. Et la conséquence, c'est que je divise ma REM, c'est ok. Je l'assume, mais puis je passe à autre chose. Ouais. Mais c'est un peu le problème de la finance de marché, c'est que tu peux pas faire ce métier-là toute ta vie, quoi, dans la finance de marché, dans la salle de marché. Les gens sont quand même assez jeunes. Alors, il y en a certains qui vont monter, qui vont aller dans le management, mais la plupart vont devoir se reconvertir derrière. C'est des métiers assez stressants, assez intenses, comme tu as dit. Donc, il faut faire cette reconversion plutôt tôt que tard, quoi, parce qu'il faut un moment où ton cerveau est encore assez malléable, tu peux apprendre d'autres métiers, tout ça, quoi. Ouais, alors je pense qu'on peut la faire, à plein d'époques de la vie. Faut la faire quand on s'ennuie, je crois. Ouais. Et moi, je me suis dit, ça y est, dans pas longtemps, je vais m'ennuyer, j'ai envie de faire autre chose. Donc allons voir ailleurs, quoi. Alors, dans ton expérience dans ce cabinet, ou plus généralement si on parle du conseil, j'imagine que ce qui est excitant, c'est que tu as vraiment une vue à 360 degrés, tu touches à plein de sujets différents de la banque, tu as vraiment une vue globale. Ce qui est peut-être frustrant, c'est le fait de ne pas être sur le terrain, de ne pas être opérationnel par rapport à avant, où tu avais un métier très très opérationnel. Comment tu vis du coup un peu ce changement de paradigme? Ouais. C'est exactement ça. C'est à la fois très stimulant intellectuellement, c'est des nouveaux concepts, c'est aussi une époque où la réglementation commence à entrer en vigueur post-2008, donc tu vois tous les impacts concrets de la réglementation, tu vois tous les métiers de la banque, et on est un très grand groupe diversifié, donc ça permet de voir ce qu'on fait dans notre société d'assurance, Cardiff, ça permet de voir ce qu'on fait dans plein de métiers,
différents, de l'asset management, du crédit à la consommation. Donc, ça donne une vision extrêmement large et riche, notamment de métiers dont avant, je n'avais pas connaissance, alors que c'est la même entreprise. En revanche, bah oui, c'est un peu tu fais des notes, donc les notes sont, ça t'offre une rigueur intellectuelle, ça t'impose une rigueur intellectuelle, une concision intellectuelle, mais bah, c'est un peu yaka faucon, puisque de toute façon, ensuite, ceux qui devront appliquer les stratégies validées, etc., bah, ils devront les appliquer de manière opérationnelle. Donc, et toi, tu es un peu loin de ça. Okay. Donc, c'est très riche, mais je savais que moi, j'avais envie de retourner aussi vers un métier plus opérationnel ensuite. Mais ça m'a permis d'avoir une vision, pas exhaustive, mais quand même très riche de la banque. Ouais. Et puis de montrer que je savais faire autre chose que du trading ou de la finance de marché. Donc c'était m'offrir aussi une nouvelle ligne sur mon CV qui montrait que je pouvais m'adapter. Comment ça s'appelle du coup ce type de métier s'il y a des gens qui cherchent ça et qui veulent faire ça dans une banque? C'est un peu, pour le coup c'est un peu unique. Je sais pas s'il y a ça dans tous les groupes, Okay. mais c'est vraiment, on fait du conseil, conseil en interne quoi. Ouais, du conseil en interne, Okay. avec les équipes de développement interne, donc qui font les opérations notamment de M&A du groupe. On est en soutien aussi de ces équipes-là. Ok. Et donc c'est après ces 3 ans-là que tu vas aller dans le leasing, c'est ça? Ouais. Et c'est parce que tu avais vu plein de choses et tu t'es dit le leasing c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce qui te pousse à aller là-dedans? Alors le premier truc c'était le financement de l'économie réelle. Donc le leasing c'est quoi? C'est on finance les biens d'équipement des entreprises. Ok. Donc c'est les camions, les tracteurs, ou c'est l'IT, les serveurs, les PC, les smartphones, le médical. Donc c'est tout ce qui permet à une entreprise ou un secteur public d'opérer. Donc c'est son outil de production et nous on le finance. Et ça marche comme le leasing des bagnoles, c'est-à-dire tu étais locataire et à la fin tu as une option d'acheter la bagnole? Alors exactement, il y a plein de produits différents, du crédit buy, du crédit donc avec des options d'achat ou de la location longue durée, donc plein de méthodes, plein de différents produits. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'outil de production des entreprises. Donc ton client final, il a besoin de ça pour lui faire son activité, mener à bien son activité. Et puis c'est aussi un métier assez particulier parce qu'en fait on a des partenaires on aide à vendre des partenaires. Donc on a des très grandes JV avec des grands constructeurs de camions ou de tracteurs. Nous, notre but, c'est d'aider ces grands constructeurs à vendre leur matériel. Et en même temps, on aide les entreprises à financer leurs biens, leurs biens d'équipement qui leur permettent de faire leur activité. Donc c'est un métier très très concret, ancré dans le réel et qui n'est pas très connu au sein du groupe. En tout cas, on espère qu'il soit de plus en plus connu. Ok. Et c'est des métiers, pour ceux qui nous écoutent, qui ont fait des top écoles, et ça, c'est des métiers bien valorisés, intéressants. Alors, moi, je m'éclate et je me suis éclaté quand j'y suis allé. C'est des métiers peut-être moins connus et moins valorisés, effectivement. Ils sont moins shiny que quand tu dis tu es trader. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allé, parce que je trouvais que c'était des métiers fantastiques, avec plein d'opportunités et peut-être moins connus, moins mis en avant que d'autres métiers comme trader. Okay. Donc aussi des opportunités à titre perso de faire des choses qui sont moins faciles peut-être dans d'autres métiers. Ouais, c'est intéressant. Quel est ton rôle du coup dans cette équipe à ce moment-là? Quand j'arrive, je voulais aussi cocher la case management, on en a déjà parlé, moi c'est quelque chose qui m'attirait. Tu sais bien, quand on n'en a pas fait, on te dit je cherche quelqu'un qui a une expérience de management, sauf que tant que tu n'en as pas fait, il faut bien se lancer. Et avant, je gérais juste un stagiaire ou un junior sorti d'une grande école. Donc c'est pas vraiment du management. Et donc là, j'arrive, j'ai 200 personnes et on me fait confiance parce que c'est 200 personnes, la moitié des commerciaux, la moitié des opérationnels pour traiter les dossiers partout dans toute la France, avec un enjeu de moderniser un peu ce réseau-là, de le restructurer et un peu de casser un peu les codes et tout en embarquant les équipes. Donc ça commence à être du management un peu de masse, de groupe, de collectif. Et donc comment est-ce que moi par rapport à ça j'arrive à embarquer des équipes dans un projet commun, dans un projet aussi de restructuration, de changement assez fort
parce que la digitalisation est encore en train de se faire, tous les process sont pas 100% digitaux, donc faut adapter l'entreprise à tous ces process-là qui arrivent. Alors, plusieurs questions par rapport à ça. Quand tu arrives d'une autre équipe et que tu es, entre guillemets, que tu donnes l'impression un peu d'être parachuté au-dessus de 200 personnes, comment tu fais pour trouver ta légitimité, pour réussir à te faire respecter par les équipes, quoi? Alors, je suis complètement parachuté. Ok. Mais du coup, il faut le dire aussi. Enfin, toi, toi, faut pas se mentir ni mentir aux gens. Oui, je suis entre guillemets parachuté. En revanche, ta légitimité, alors ça, je le réalise qu'après. Mais en fait, elle m'est donnée par l'entreprise parce que l'entreprise décide de me mettre là. Donc, il n'y a pas de, donc oui, c'est mon poste. Après, au-delà de la légitimité, ce qui est intéressant, c'est quelle valeur ajoutée je vais apporter. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dit qu'en me mettant moi là, j'allais apporter quelque chose. Donc, faut pas essayer de copier ce qui était fait avant. Faut se dire, moi, c'est quoi ma valeur ajoutée? Je vais arriver avec un œil neuf. Donc, je suis là pour poser des questions. Donc, donc pour bien comprendre. Et si j'ai pas compris, je repose parce que souvent, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair. Ça, c'est un truc que j'ai aussi appris. Il y a vraiment pas de mauvaises questions. Quand t'as pas compris alors que tu as bien écouté, comme les gens sont plutôt intelligents, c'est souvent qu'il y a un truc qui vaut le coup d'être creusé. Ouais. Et après, tu essaies d'apporter de la valeur ajoutée au bon niveau. Je ne vais pas l'apprendre. Il y a des opérationnels qui connaissent leur métier super bien. Je ne vais pas aller leur réapprendre ce qu'ils font. En revanche, il y a des trucs où, tiens, on ne comprend pas pourquoi on fait ça, et personne ne s'est posé cette question-là depuis un moment. Là, tu creuses, parce que c'est l'œil neuf l'œil neuf, rigoureux, on va dire, analytique, qui se pose sur ces sujets-là. Et tu trouves les opérationnels jouent le jeu, du coup, j'imagine au début tu dois faire plein de meetings, essayer de comprendre un peu le métier, quelles sont les problématiques, un peu l'historique avec des clients qui sont pas contents, d'autres qui sont contents. Enfin, tu as plein de choses à catch-up. Ils sont tous très contents chez nous. Ouais, ils sont tous très contents, excuse-moi. Mais voilà, est-ce que et les opérationnels peuvent parfois ne pas jouer le jeu, utiliser des mots techniques volontairement pour te montrer que tu viens pas de ce milieu-là. Déjà, il y en a un de mes N-1 qui m'a dit, je me suis dit, moi je voulais ton job. Moi, ça avait le mérite d'être clair. Je me suis dit, c'est dommage parce que c'est pas toi qui l'as eu, c'est moi. Voilà. Mais donc au moins, tu le dis, c'est honnête. Et puis après, je pense que c'est aussi ça le talent, ou pas, du manager, c'est de réussir quand même à embarquer les gens. Et de dire, et puis, comme je t'ai dit, si tu te poses trop longtemps la question de la légitimité, tu vas tomber là-dedans, alors qu'encore une fois, la légitimité, elle t'est donnée par l'entreprise. Elle t'a mise là. Donc, de toute façon, tu es légitime à ton poste parce que c'est le tien. Ensuite, comment est-ce que les équipes te font confiance? Comment est-ce que tu arrives à les embarquer aussi là-dedans? Je pense que ça, c'est beaucoup d'humain, beaucoup d'écoute, bien comprendre de curiosité, bien comprendre ce que les gens font. Il y a chacun a un rôle et, en tout cas, dans mon entreprise, les gens, ils sont extrêmement engagés et ils bossent. Donc s'ils bossent, ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt, ça veut dire qu'ils apportent de la valeur. Donc le but, c'est de comprendre ce que chacun au sein de l'entreprise apporte comme valeur. Puis après, quand tu fais bouger les choses, au moins tu les fais en connaissance de cause. Donc je pense que le premier, moi je pense que c'est bien passé parce que j'ai adoré aller à la rencontre des gens, me poser la question de « Attends, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ?» J'ai toujours été hyper curieux et intéressé par la manière dont les gens travaillent, comment ils interagissent les uns entre eux. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant et tu le comprends quand tu es manager. Personne se lève le matin en se disant je vais mal faire mon boulot aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un où tu estimes qu'il fait pas hyper bien son boulot, faut essayer de comprendre pourquoi, peut-être qu'il a pas bien compris tes priorités à toi. Il y a personne qui se dit je vais faire n'importe quoi aujourd'hui, quoi. Il y a un truc qui m'avait choqué mais dans le bon sens du terme. En tout cas chez BNP Paribas Leasing Solutions, les gens ils appellent ça en France la maison. Ouais. Et j'avais un rapport plus distancié avant avec mon entreprise. Mais ils disent, non, mais la maison, elle fait comme ci, la maison, elle fait comme ça. Non, dans le passé, la maison, elle faisait... Et ça dénote du sentiment d'appartenance au collectif et à l'entreprise. Donc, il y a une vraie capacité à comprendre l'intérêt de l'entreprise, en tout cas, que je ressens aujourd'hui avec les équipes. Alors... Question plus pratique, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre, pour devenir manager? Comme tu l'as dit, tu avais managé un stagiaire et demi, j'exagère depuis le début, et là tu te retrouves à manager 200 personnes.
c'est des compétences qui sont complètement différentes des compétences d'expert ou voilà, que tu as pu avoir avant. Comment est-ce qu'on apprend ça? Est-ce qu'il y a des formations en interne qui sont proposées par ta banque ou pas ou... On m'avait proposé, j'avais accepté volontiers un coaching individuel pour ma prise de poste. Et c'était super. Au début, j'y allais un petit peu par reculons, mais voilà, à quoi ça va servir. En vrai, c'était à chaque fois, puis ça c'était sur un temps long, c'était genre sur 6 mois. Et on se voyait je sais pas, une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Et c'était 3 heures. Et donc c'était un espèce de moment à part dans la semaine pour dire attends, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu t'appropries le poste, et puis aussi avec des outils très pratiques, pragmatiques. Tu vois, attends, t'as ça comme problème avec un tel parce que effectivement il comprend pas ce que tu veux, toi du coup ça se passe mal, bah alors attends, comment tu lui dis, comment tu lui fais comprendre, comment tu l'aides à progresser aussi. Donc c'était une petite boîte à outils, un moment un peu à part, espèce de psy pro, tu vois, pour prendre du recul par rapport à ton job. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'avaient hyper accompagné. En me recrutant, en me disant bah, vas-y, va là, c'est quand même une preuve de confiance incroyable. Donc ça te met quand même en bonne disposition. Et puis mon manager de l'époque, lui aussi, il m'a beaucoup accompagné. On rejouait par exemple des entretiens difficiles avec certains collaborateurs. Tu disais on va faire un jeu de rôle, qu'est-ce que tu vas lui dire, toi, pour dire bah oui, c'est ça que tu veux lui dire, bah non, mais il va pas comprendre. Ah, dis-lui comme ça, ah oui, t'as raison. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'étais bien accompagné à la fois de manière organisé avec un coach, mais aussi de manière très pragmatique autour de moi en arrivant. Tu aurais un ou deux conseils à donner pour les futurs ou jeunes managers qui nous écoutent, ou un ou deux trucs qui t'ont marqué, où tu t'es dit ah oui, ça c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace de le faire comme ça ou... Le premier, je dis, c'est la curiosité, parce que quand tu écoutes les gens, toi, tu te mets à leur place. Moi, j'ai pas mal d'empathie facilement, et donc se mettre à la place des autres, c'est quand même la meilleure manière de aussi prendre quand tu prends des décisions, en tout cas de bien voir toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est dur, c'est de dire les choses pas faciles et de pas avoir peur de dire les choses pas faciles ou les désagréables. Tu vois. À un gars qui performe, une femme qui performe, c'est facile de dire un bravo. À celui ou celle qui performe pas, c'est quand même beaucoup plus difficile de dire bon bah cette année, non, je trouve pas que tu as bien travaillé. Parce que faut pouvoir le justifier, il faut pouvoir bien le documenter, et faut pas avoir peur de le dire. Je pense que souvent, quand j'ai pu le faire, la personne comme moi, on en sort un peu grandi. C'est pas évident. Toi, au début, tu te dis oh là, je vais aller au clash, ça va être l'enfer. Et en vrai, pas toujours, mais souvent la personne dit ah ouais, merci. Et ça te permet de pas rester dans des non-dits. Ou après, tu vois, il y a un collab qui fait la même chose depuis 10 ans, personne ne lui a rien dit. Et ben là, il est un peu trop tard pour lui dire, en fait, maintenant, ça fait 10 ans qu'on considère que tu bosses pas bien. Mais personne ne me l'a jamais dit. Et en plus, du coup, c'est beaucoup plus dur de se remettre en question parce que ça fait 10 ans que la personne fait la même chose. Ouais, complètement. Et c'est d'autant plus important de le dire tôt dans l'année. C'est-à-dire que finalement, tu te rends pas compte à la fin de l'année, quelqu'un a un peu est passé quand même à côté de son année. T'as le temps, je sais pas, fin mars, fin juin, de dire là pour le moment ça va, on peut encore corriger le tir. Ouais. Mais il faut prendre le temps. De toute façon, c'est une obligation légale, mais les évaluations, les entretiens de fin d'année. Mais c'est un moment aussi pour dire bon, qu'est-ce que tu peux mieux faire, qu'est-ce qui va pas. Et je trouve que c'est toujours réussir à dire des choses qui vont pas. Celui qui arrive à dire des choses qui vont pas, c'est une bonne preuve de réussir à embarquer ses équipes, à les tirer vers le haut. Est-ce que c'est important de faire des trucs en dehors du boulot avec ses équipes, je sais pas, des bières, des escape games, j'en sais rien. Est-ce que tu fais un peu ça, ou est-ce que tu penses que il vaut mieux être, séparer complètement les deux ou Non, d'autant plus dans le post-Covid, beaucoup de télétravail, l'informel. Alors, ça prend la forme que tu veux. Ça peut être le café. En revanche, la force de l'informel, c'est que ça te permet de créer du lien. Et c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as déjà parlé avec une telle ou un tel autour d'un café ou autre, de l'appeler quand il y a un problème, ou de l'appeler quand tu as besoin, je sais qu'elle va pouvoir m'aider, etc. Sinon, c'est quand même super dur de décrocher son téléphone, parce que c'est quand même mieux que de faire un mail. Rien de pire qu'un mail pour demander un conseil. Toi, est-ce que tu y réponds ? Oui, j'essaie de répondre à tous mes mails, mais je vais y répondre avec beaucoup moins d'insistance que si j'ai eu un Teams, un chat ou un appel.
Et pour avoir l'appel, c'est plus facile de s'être vu auparavant et d'avoir déjà créé du lien. Donc la réponse est oui, c'est hyper important de créer du lien. Alors on le fait comme on veut. C'est soit effectivement la bière après, le café, l'escape game, mais créer du lien notamment avec les autres équipes, le transverse, ça a beaucoup de valeur au sein d'une entreprise. Convaincu. Tu fais en sorte d'avoir toujours une bande passante, voilà, avec chacune des personnes que tu manages qui est là et qui n'est pas là que pour une raison parce que tu as besoin d'elle à ce moment-là ou quoi. J'essaye. Je me suis mis notamment, aujourd'hui, j'essaie de ne pas avoir de réunion. J'emmène mes enfants à l'école. Et puis, quand je ne suis pas en déplacement, j'essaie d'aller au maximum au bureau. Je ne me suis pas mis de réunion avant 9h30 et j'essaye pas après 18h. Et du coup, ça me permet d'avoir au moins une demi-heure le matin où je suis là, mais j'ai rien. Donc ça veut dire que je suis au café, que je traîne, que je dis bonjour, que je pense à tel... Ah oui, tiens, au fait, est-ce que tu as... Et là, je peux te dire qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire tout le temps. Et donc, ça me permet d'avoir ces moments-là. Ça me permet de créer... Enfin, en tout cas, j'essaye. C'est comme ça que je me suis organisé pour créer ce lien-là, cette bande passante, je dis, c'est sentir le pouls de l'entreprise. Ouais, alors ça me... Excuse-moi. L'autre question que je me pose par rapport à ça, c'est voilà, dans un gros groupe comme BNP Paribas de quasiment 200 000 personnes, sur des profils comme toi, qui ont été anciens traders, qui ont été au cabinet, qui sont maintenant managers, est-ce qu'il y a des programmes un peu pour accompagner les profils à haut potentiel pour leur faire plein de métiers de trader, d'ingénieur, de manager et pourquoi pas peut-être un jour les mener au comité exécutif du groupe quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de parcours prévu, trader, leasing, non, ça, c'était pas prévu. On a différents programmes d'ailleurs, ils sont pas genre que cadres exécutifs. On a différents programmes pour prendre des gens, prendre entre guillemets, créer de communautés, moi je veux dire plus ça comme ça, créer des communautés de talents à différents moments de leur carrière. Donc il y en a pour ceux qui ont 5 ans d'expérience, il y en a pour ceux pour 10-15 ans, il y en a pour ceux après. L'intérêt pour moi de ces programmes-là, c'est que tu crées une communauté et là tu peux faire du transverse parce que un commercial, 5 ans d'expérience dans un métier, avec le gars de la finance, 5 ans d'expérience dans un autre métier, ils ont à peu près aucune chance de se rencontrer normalement. Okay. Là tu crées ce lien-là. Et peut-être que demain, tu dis, tiens, leasing, j'avais pas pensé, mais j'ai rencontré ce gars-là dans cette communauté, ça avait l'air vachement bien, il m'a parlé de son expérience, peut-être que j'ai des trucs à apprendre moi, peut-être qu'il y a des opportunités. Donc je pense que un des attraits, un des avantages de ces programmes-là, c'est de créer cette communauté et de les faire grandir à travers des échanges. Puis après, on a des programmes plus spécifiques pour les exécutifs où effectivement, il y a des programmes, je crois, exécutifs avec HEC, diplômants, si je ne m'abuse, donc qui permettent là, pour le coup, qui sont plus, on va dire, plus organisés, qui ont des vocations vraiment de faire grandir les gens avec des programmes spécifiques. Ok, mais donc globalement, voilà, c'est un programme talent qui n'est pas du tout élitiste que pour les cadres supérieurs, futurs membres du COMEX, qui est un peu sur toutes les fonctions du groupe, à tous les niveaux. Quoi. Non, après, ton parcours, en tout cas le mien, j'ai plutôt eu la chance parce que, j'ai été les chercher, puis 2, je suis tombé sur des gens qui ont pris des risques avec moi en disant tiens, il a l'air pas mal, allez, on va tenter. Donc c'est aussi de la prise de risque, à la fois la mienne, parce que changer de métier, tu arrives un peu dans l'inconnu. Ça fait longtemps que je suis chez BNP Paribas, ça fait 17 ans. Mais j'ai fait beaucoup de métiers. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de réentrer dans une nouvelle boîte parce que tu arrives à midi, tu n'as personne avec qui aller à la cantine parce que tu connais personne. Tu vois. Ouais. Comme dans ton enfance. Quoi. Ouais, voilà, tous les 3 ans. Et donc, c'est une vraie... c'est aussi une chance parce que j'ai vu plein de choses au sein du groupe, du coup. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après, du coup, après cette expérience? Enfin, là donc, tu as ton expérience en leasing. J'ai vu que tu avais été aussi... tu as pris aussi des rôles dans des fintech du groupe. Ouais. J'ai plus les noms exacts. Aloha et... Floa, pardon, Floa, et Nickel, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, un peu cette expérience-là? Et c'était en parallèle, tu as gardé ton rôle dans le leasing ou... Alors non, en fait, j'étais donc ce poste-là dont on parlait avec les 200 managers de 200 personnes, je l'ai eu 2 ans. Et puis après, effectivement,
Je pense que j'avais un parcours un peu bizarre, parce que j'avais été un trader, après très opérationnel au leasing. Et on m'a proposé de rejoindre les équipes paiement du groupe. Avec le groupe, le paiement est un des axes stratégiques du groupe. On investit beaucoup on considère que c'est un peu des liens primordiaux, un peu fondamentaux qu'on a avec nos clients quand tu gères les paiements. Alors pour le particulier, tu vois bien, c'est ce que tu as dans ton application, tu t'en sers tous les jours. Et puis pour les entreprises, c'est ce qui leur permet aussi de payer leurs salariés ou même d'être payés par leurs clients. Donc faire du paiement, c'est être au plus près de nos clients. Donc on a une stratégie volontariste d'investissement forte. Et donc on m'a dit, viens travailler aussi sur les paiements. Et c'est juste entre guillemets le paiement, ou par exemple pour du B2B, tu as aussi le processus de faire ta facture un peu automatiquement? Alors, ça, c'est moi, je me suis occupé du paiement, Ok. mais effectivement, tu as plein de choses annexes qui sont la facturation, des processus de tout ce qui est la compta pour les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute comme service lié au paiement ou à l'encaissement pour les entreprises? Moi, je me suis occupé principalement de paiement. Ok. J'ai adoré, j'ai passé 5 ans. C'est aussi une période où il y a eu beaucoup d'investissements sur le paiement. Alors, chez nous, mais globalement, le paiement il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était une commodities. Tout le monde, on ne savait pas trop ce que... Enfin voilà, c'est une commodities. Quand tu dis c'est une commodity, c'est-à-dire? C'est un truc qui n'a pas d'intérêt, de toute façon il faut le faire. C'est comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait différentes manières de faire du paiement. On s'est rendu compte que l'expérience de paiement avait une influence sur l'achat. Je vais te donner des exemples. La manière dont tu consommes ton taxi aujourd'hui, elle est fondamentalement différente d'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que tu as Uber, pour ne pas les nommer, où tu n'as plus vraiment l'impression de payer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La concurrence s'est mise. L'appli aujourd'hui G7, pour pas les nommer, elle s'est mise au niveau. Et globalement, c'est du paiement, puisque c'est comment est-ce que tu fais payer ton client dans ton app. Et ça te change ton expérience. Je pense que personne n'a trouvé que c'était très sympa d'arriver, le taxi, vous prenez la machine, ah bah non, attendez, j'ai pas de cash, il faut que j'aille en retirer. Tu vois, aujourd'hui, tu arrives, tu dis au revoir, et ça t'a amélioré plutôt ton expérience, puisque tu peux toujours discuter avec ton chauffeur, et tu n'as plus le pain point à la fin. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est un des gros avantages effectivement qu'a Uber sur le taxi, c'est le processus de paiement qui est smooth et qui est pas la question. Ça te fait pas mal, quoi. Bah ouais. Donc du coup, la concurrence s'est mise aussi au niveau. Donc faire du paiement, c'était ça. Faire du paiement bien, c'est augmenter les ventes en ligne. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on doit être 85% des gens qui appuient sur le bouton checkout finissent par payer. Il y en a encore 10 et 15 qui finissent par pas payer en ligne. C'est beaucoup, 10 et 15%. Tu vois, d'un point de vue du marchand, j'ai tout fait. Mon pull, il lui plaisait, il a validé son adresse, blablabla. Tu vois, c'est juste au moment de payer, zut. Et 10 à 15%, c'est beaucoup pour un marchand. Tu vois. Ça fait mal, et donc, tout ce que tu peux faire sur le paiement pour faciliter ça, c'est des ventes directes en plus, puisque toi, tu feras pas plus. Toutes tes dépenses de marketing, de machin, elles sont déjà faites. Donc, toutes les innovations qui ont eu lieu au moment du paiement, elles ont permis d'augmenter les revenus pour les marchands. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur toute la chaîne du paiement. Je crois que j'ai une idée d'un exemple d'où peuvent venir les 10 ou 15%. Parfois, tu sais, tu as tes codes de validation de ta banque, tu mets tes codes et après tu cliques pas sur revenir sur le site du commerçant et tu oublies parce que pour toi, tu as rentré le code et après tu vois, putain, merde, mais mon billet de train, je croyais que je l'avais pris et tu l'as pas pris, quoi. Ouais, alors c'est pour ça qu'on a développé des plugins qui se permettent typiquement dans l'app, qui permettent de rester des fois dans l'app, directement dans l'app pour pas en ressortir. Si tu prends sur un PC, il y a quelques années, tu avais toujours des nouvelles pages qui se redirigeaient. C'est ça, et puis après, des fois, la page revenait, te permettait de revenir. Aujourd'hui, tu vois, le petit encart, il est en bas, il reste tout le temps là. Tu n'as pas une nouvelle page qui s'ouvre. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'on a APIisé nos services de paiement pour les incruster dans les pages web. Donc ça, c'est plein d'innovations qui permettent de faciliter le parcours, de voir toujours ton panier, tu vois, de plus faire ces allers-retours de pages qui, une fois sur deux, effectivement, ont planté.
Ok. Donc concrètement, donc ces deux boîtes de fintech, c'est ça qu'elles faisaient, quoi. Alors, non, là, ça, on l'a fait au sein d'une entreprise qu'on a lancée qui s'appelle Accepta BNP Paribas. Donc, ça, c'est tout le service pour les marchands. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu la chance aussi de m'occuper des fintech. Alors, soit qu'on a racheté, Floa, qu'on a racheté en 2022, Ok. soit Nickel, qui était au sein du groupe et qui font des choses un petit peu différentes. Puis plus récemment, on a lancé aussi une startup, on en parlera peut-être 1.6. Le Nickel, c'est le compte courant distribué en France par les buralistes. Donc, c'est une entreprise que le groupe a racheté, je pense en 2017 ou 2018, qui a un succès incroyable, qui continue de se développer, qui maintenant est à l'international. Avec le credo, c'est un compte arrive en 5 minutes chez ton buraliste. Et tu ressors avec ta carte. Donc c'était les premiers à faire ça, avec une tarification super transparente. Et on accepte 180 passeports. Donc un vecteur aussi d'inclusion. Des gens qui pouvaient ne pas avoir envie de passer le pas d'une agence parce que ils se sentaient pas bien, ils se disaient on va jamais vous ouvrir un compte, et qui le font au sein d'un réseau de buralistes. Donc tu vas chez ton buraliste et tu ouvres ton compte en banque, quoi. Tu vois, c'est un petit truc orange qui s'appelle Nickel, ça s'appelait Compte Nickel avant, ça s'appelle juste Nickel. On est en campagne en ce moment, donc on voit un peu de pub, on voyait un peu de pub, je sais plus quand est-ce qu'elle s'est terminée, notamment dans les gares. Un compte, un IBAN, un RIB, une carte en 5 minutes chez ton buraliste. Ok, et donc l'autre boîte dont tu parlais, donc 1.6, ça fait quoi ? Alors, 1.6, en plus, on l'a créé avec un concept un peu innovant. En faisant du paiement, on s'est rendu compte que les marketplaces se développaient on n'avait pas d'outils techniques qui permettent de gérer les flux des marketplaces. Les marketplaces se développent, donc c'est les plus grandes marketplaces qu'on connaît, mais c'est aussi la seconde main. Je vais donner cet exemple-là. Je ne sais pas si je dois citer cette marque, mais c'est pas grave. Mais j'ai des enfants. Tu vois, chez Petit Bateau, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un exemple. Les vêtements d'occasion, tu aimerais bien avoir le stand un peu vêtements d'occasion dans les magasins. En plus, ça permet de refaire venir d'autres gens dans les magasins. Et donc, jusqu'à présent, si vous voulez faire de l'occasion, fallait que Petit Bateau rachète de petits pyjamas à 10 € puis qu'ils leur vendent à 15 €. Puis quand tu fais ça, tu as du stock, ça immobilise ton capital, ça immobilise ta trésorerie. Et pas évident. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Petit Bateau affiche à 15 €. Et en fait, quand soit tu vas acheter à 15 €, tu vas payer Petit Bateau qui va reverser tout de suite 10 € à la personne qui l'avait ramené et garder les 5. Ça, c'est comme une marketplace, parce que c'est Petit Bateau qui encaisse pour le compte de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, mais qui a le stock? C'est quand même Petit Bateau qui gère le stock. C'est Petit Bateau, mais toi tu le déposes juste. En fait, c'est juste le flux financier. Petit Bateau n'a pas besoin de faire de l'achat-revente. Et donc, il ne mobilise pas les 10 € puisqu'il ne les a jamais sortis. Ok, donc toi, particulier qui veut revendre en secondaire ton pantalon usé, tu le déposes chez Petit Bateau et t'attends et tu seras payé 10 € le jour où il sera vendu, quoi. Exactement. C'est Vinted, c'est toutes ces boîtes de seconde main. Et ça, c'est un service réglementé qui s'appelle l'encaissement pour compte de tiers dans la directive sur les services de paiement numéro 2. Et donc, on n'avait pas ce type-là. Et puis, c'est pareil, je pense aux franchisés. Toi, le franchisé, tu pourras avoir le gros franchiseur qui organise tout l'encaissement pour faire bénéficier des effets de volume, uniformiser tes process de vente, tes process d'achat. Donc, il y a encore énormément d'opportunités. Et nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette brique-là. Et on essayait de regarder des boîtes pour acheter, c'était trop cher, c'était des centaines de millions d'euros. Et donc, on a de bon an, mal an, on a décidé de s'associer avec un corporate startup studio. Et on a lancé donc une fintech qui s'appelle 1.6, il y a maintenant un an et demi. Et je suis hyper content du résultat. On a lancé en un temps record une plateforme tech qui est super. Et on a un go-to-market, on a déjà des clients, on a une dynamique incroyable. Et alors, pourquoi c'est innovant ? Parce qu'avec le Corporate Startup Studio, on l'a créé from scratch. On a été recruter des entrepreneurs, des cofondateurs de la structure. Et on leur a donné une certaine autonomie. Et c'est le groupe BNP Paribas qui les finance. Donc on espère que ce soit le meilleur des deux mondes, donc à savoir nous une capacité à voir à long terme,
Donc les fondateurs n'ont pas à se poser tous les 4 matins juste est-ce que faut que je relève de l'argent, comment on fait et en même temps d'attirer ces profils-là qui seraient peut-être pas venus naturellement dans un groupe comme le nôtre et leur donner de la liberté, un champ d'action pour qu'ils puissent développer quasiment avec les mêmes outils, les mêmes réflexes que s'ils étaient complètement indépendants. Notre rôle, il va être de donner un cadre, sur lequel le groupe soit confortable. Et le cadre, c'est du risque cyber, des outils de compliance. Donc, on leur donne un cadre et en même temps, ils ont les mains libres pour jouer, entre guillemets, dans ce cadre, pour aller aussi vite que possible, comme s'ils étaient complètement indépendants. Ok, mais c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce concept de Corporate Startup Studio. Donc, c'est une sorte d'incubateur, une sorte de station F, mais qu'avec des startups de BNP Paribas. Alors, pas que BNP Paribas. Nous, on en a eu une. Eux, ils en ont ce Corporate Startup Studio. Ça s'appelle 321 Funded. Okay. Ils en ont lancé avec d'autres aussi grands corporates. D'accord. Leur credo, c'est de dire... c'est pas juste un incubateur de start-up où je prends des entrepreneurs et puis j'essaye de... Enfin, faut qu'ils un peu révolutionnent leur univers, qui craque le truc. Ils s'associent avec des boîtes, des grands corporates pour aider ces grands corporates-là à générer de l'innovation, à créer. Donc, c'est en ayant connaissance finalement des contraintes des grands groupes. Oui, on est un grand groupe et donc on a plus de contraintes, ne serait-ce que des contraintes de cybersécurité ou de compliance. On a un niveau d'exigence qui n'est pas celui qu'une start-up aurait s'il se lançait. C'est normal. En revanche, comme nous on finance cette structure, on veut qu'elle respecte nos standards ou au moins qu'elle sache où sont nos standards et comment elle fait pour converger vers nos standards. Et comment tu recrutes, entre guillemets, comment tu choisis les entrepreneurs qui vont bosser dessus? Est-ce que c'est eux, ils arrivent avec un projet et le projet te paraît intéressant? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont déjà monté des projets où tu te dis, bon, c'est des bons entrepreneurs? Comment ça se passe? Donc là, c'est nous qui sommes arrivés avec ce projet-là. On dit, on veut faire ça. Okay. Le Corporate Startup Studio nous a suivis. On s'est lancé et puis après, on a recruté des gens. Le CTO, c'est un gars de ma promo que je connaissais bien et qui avait fait aussi, qui avait créé une boîte, puis qui était CTO dans le paiement avant. De ta promo, Alix? Ouais. Okay. L'entrepreneur, il avait créé une boîte, puis là, il était retourné dans un grand groupe. Là, on l'a recruté par réseau aussi, avec c'est plutôt du réseau du Startup Studio. Donc, c'est un peu le groupe qui amène, un peu le Startup Studio. Les profils qu'on va rechercher, c'est plutôt une capacité à entreprendre. Les deux sont entrepreneurs, ont créé des boîtes. Mais surtout, de l'expérience. Parce qu'il va falloir conjuguer les contraintes d'un grand groupe, mais aussi tout ce que ça t'apporte. Parce que ça t'apporte une capacité à distribuer ta solution, ça t'apporte plein de compétences tech, réglementaire, juridique, mais un peu de contraintes. Donc il faut une bonne dose d'expérience pour pouvoir à la fois gérer ces contraintes-là et en même temps savoir tirer le maximum de tout ce qu'on peut apporter. Et puis quand même avoir cette fibre entrepreneuriale pour aller trouver les fenêtres quand les portes sont fermées, quoi. Ouais, et toi, personnellement, du coup, tu t'impliques beaucoup dedans. Tu as l'impression de vivre un peu la vie d'entrepreneur de l'extérieur ou... Et alors, moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis salarié du groupe BNP Paribas. Mais je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Et c'est aussi ce niveau d'implication qu'il faut, puisque comme c'était un projet plutôt unique, qu'on n'avait jamais fait, ça ne marche pas si tu n'as pas une implication super forte. Et puis après, à titre perso, j'y suis très attaché parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un truc super. Ouais. Je suis là, oui, j'ai envie de continuer à le suivre et à l'aider à se développer. Je trouve que c'est une super idée, le Corporate Startup Studio, parce que tu as le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire tu as la force de frappe d'un gros groupe comme BNP Paribas et tu as la flexibilité d'une microstructure, d'une startup. Voilà. L'enjeu, il est de s'assurer que ce qu'on crée avec cette startup-là, on arrive bien à l'intégrer chez nous après. Parce que si tu crées un truc, mais qui est de briques et de broc, ou qui est plein de risques, quand on va l'intégrer, ça va être l'enfer. D'accord. Donc le but est de bien définir finalement les règles du jeu pour que dès le départ, on pense bien le projet. Et ça, comme c'était la première fois, je te dirais dans 3 ans ou dans 4 ans si on a bien réussi ou si on est passé à côté d'un truc.
Je t'ai même pas demandé, mais le deal financier, c'est quoi entre les deux? Du coup, il y a des options de rachat progressives du... Ouais, c'est ça, on prendra le contrôle, il est prévu qu'on prenne le contrôle de la structure, et puis qu'au fur et à mesure, les fondateurs puissent sortir effectivement. Ok, à des prix qui sont intéressants pour les fondateurs et où ils sont motivés du coup. Voilà, Ouais, okay. Voilà, on espère, et puis on sera très contents, s'ils sont très contents, parce que ça voudra dire qu'on aura cartonné. Ouais, ok. Ok. Aujourd'hui, du coup, quel est ton rôle du coup dans la banque? Et du coup, moi, je suis aujourd'hui CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, que j'ai rejoint il y a 6 mois après m'être occupé du paiement pour le groupe. Ok, donc t'es à combien de personnes du coup sous toi? 3000, alors on a les chiffres, pas en temps réel, mais presque, mais avec toutes les fonctions intégrées, on est autour de 3600 personnes, principalement en Europe, mais presque. Enfin, j'ai aussi des équipes en Turquie, et on a une participation. On a lancé une JV en Chine en septembre. Ok. Donc là, tu fais des allers-retours avec la Chine ou ça va commencer Non, j'y suis allé effectivement pour lancer notre JV début septembre. Donc oui, je voyage. Enfin, je me suis engagé à aller voir de toute façon toutes les équipes d'ici la fin de l'année, partout dans tous les pays où on est implanté. Donc principalement en Europe, mais aussi donc en Turquie, mais principalement en Europe. Ok, donc t'as une belle année qui t'attend là. Ouais, comme on est en septembre, on est en novembre, il me reste plus que 2 déplacements. Tu vois, j'ai la Turquie et la Pologne, et 3, et la Roumanie, donc d'ici fin décembre. Alors dans cette dernière partie de l'interview, j'aimerais qu'on parle un peu de quelque chose qui intéresse beaucoup la communauté la plus jeune, c'est-à-dire le marché de l'emploi. Toi, avec ce que tu sais aujourd'hui, tu as vu un peu, j'allais dire tous les métiers, tu as vu beaucoup de métiers dans la banque. Donc avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si aujourd'hui voilà, tu sortais d'une top école de commerce, d'ingénieur, quel métier tu ferais Alors c'est très personnel. Je pense que on doit devenir des boîtes de tech. On est en train de le devenir, on investit. Et donc, tous les métiers autour de la tech ont énormément d'avenir, je pense. Toi, il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus autour du digital, comment repenser l'expérience digitale. Toi, je pense que maintenant, notamment quand tu es ingénieur, comme moi, ça parle beaucoup d'aller voir un peu plus en dessous. Donc, c'est quoi la tech sous-jacente? Donc, je pense que tous les métiers, soit autour des infras, de tech, bien évidemment autour de l'IA, ou au sens large de développeurs, qui étaient des métiers, quand moi je suis sorti d'école, moins sexy. Aujourd'hui, je pense que c'est des métiers qui ont encore beaucoup d'avenir, qui vont être de plus en plus importants, cruciaux dans les entreprises, et y compris peut-être surtout dans la banque. Ok, et c'est déjà le cas. Enfin, les banques, tu as l'impression, commencent déjà à bien valoriser ces métiers-là, à rechercher des profils ingénieurs. Je prends un exemple sur l'IA. C'est il y a 6 mois, 6 mois, on a le groupe, donc c'est au niveau du groupe, à embaucher des gens spécifiques pour venir sur l'IA, qui avaient fait ça dans d'autres secteurs, de réinventer ou créer des programmes genre LLM as a service. Donc vraiment, comment est-ce que la banque se dote d'une infrastructure IA pertinente et cohérente avec nos systèmes legacy? C'est pas juste, et comment est-ce que tous les métiers vont s'emparer de cette techno-là? Donc oui, le groupe est en train d'investir dessus. Donc oui, ta question c'était est-ce que ces métiers-là sont assez valorisés? En tout cas, on a bien pris la mesure de l'importance de ces métiers. Après, et donc on va investir dessus. Ok. Ton expérience en salle de marché, si c'était à refaire, tu le referais? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? À l'époque où je l'ai faite, ouais, tu vois, aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, si je sortais d'école, non, je suis pas sûr que c'est ce que je referais. Après, c'est des métiers hyper passionnants. Tu te lèves le matin, ça donne quand même la patate, parce que tu t'es hyper connecté au marché, donc tu as cette adrénaline permanente. C'est des métiers aussi, tu es très responsabilisé très vite. Et ça, moi, en tout cas, c'était quelque chose qui m'avait attiré, et je pense que c'est toujours le cas. Il n'y a pas beaucoup de métiers où, aussi jeune, tu as autant de responsabilités. Donc c'est quand même des métiers qui
qui sont assez passionnants. Et c'est vrai que quand on rentre dedans, je comprends qu'on soit toujours attiré par ces métiers-là. Pour que les gens se rendent compte, à l'époque, tu avais ce qu'on appelle le book, c'est vrai qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais le book, c'est l'ensemble des actions dont tu es responsable au nom de la boîte. Ça peut être, par exemple, tu as le book Action européenne, par exemple. Voilà. Toi, tu avais un book de plusieurs milliards, non, j'imagine, à cette époque-là. Il y avait les indices, puis toutes les actions mondiales, donc, du Japon, des US. C'est pour ça, c'était assez. Régal. Non, mais pendant Fukushima, il y a mon correspondant en Asie qui m'a appelé au milieu de la nuit. Qu'est-ce que je fais? Il se passe ça. Donc à ce moment-là, tu te dis, attends, ok. Je pars au bureau et puis j'attends que tous nos systèmes aient tourné pour que le plus tôt possible, je puisse voir ce qui va se passer, ce que ça veut dire pour moi. Ouais. Donc t'es au cœur d'une certaine action quand même. C'est ça. Pour que les gens se rendent compte, tu as entre 25 et 30 ans, tu gères des positions de potentiellement plusieurs milliards, tu as un PNL Profit and Losses qui se compte en millions. Donc voilà, il y a un vrai stress, tu as des vraies responsabilités. Ouais. Et ça, aussi jeune, il n'y a pas beaucoup de métiers qui te permettent d'avoir accès à ce genre de responsabilité. Ok, donc sans regret. Enfin, ouais, à l'époque, en tout cas, si c'était à refaire, tu l'aurais refait. C'est une expérience intéressante. Oui. Et peut-être par rapport à mon formation d'ingénieur, c'est aussi des métiers quand tu es quant où tu appliques directement des maths assez compliquées. Okay. Et tu envoies le résultat de manière hyper concrète. Donc ça aussi, c'était, tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est réaliser, voir l'impact que tu as assez vite. Ça, c'est quelque chose qui moi, m'a toujours plu. J'ai envie de voir l'impact que j'ai sur mon entreprise, sur les autres, sur mes collabs, sur j'ai envie de voir si ce que je fais compte. Et quand tu es quant, tu développes des modèles. En quelques semaines, tu les as améliorés. C'est en production, on s'en sert tout de suite. Ta chaîne entre l'idée et la réalisation, elle est super courte. Et donc, tu vois l'impact que tu as pour l'entreprise. Et moi, ça, c'est quelque chose c'est un peu un leitmotiv aussi de voir l'impact, d'avoir de l'impact et de voir mesurer cet impact-là. Oui, ça. Alors, pour que tout le monde comprenne concrètement, il y a plein d'appels d'offres dans la banque et le Quant fait le modèle de pricing. Alors, par exemple, mettons qu'on prend cette tasse, il y a un appel d'offres pour cette tasse. Toutes les banques vont donner un prix de vente. Alors, c'est facile de dire je vends cette tasse à 100 €. Là, tu es sûr de ne pas perdre d'argent, tu es sûr que tu vas pouvoir la produire à moins. Mais a priori, tu vas pas gagner l'appel d'offres. Donc, tout le métier du Quant, c'est de trouver est-ce que je la vends à 3,50 €, 2 €, voilà, et de faire le prix le plus sharp, le plus précis possible, qui te permet de gagner de l'argent, de faire de la marge, tout en étant compétitif. Quoi. Donc, c'est vrai que voilà, si le Quant arrive avec un nouveau modèle un peu plus agressif, un peu plus compétitif, on va gagner des parts de marché. Ça va avoir un impact direct sur le profit de la salle. Ok, alors toujours sur le marché de l'emploi. Quel est un peu l'impact de l'IA, tu penses? Alors bien sûr, ça crée plein d'emplois en fait, parce qu'on doit s'y intéresser, on doit voir comment intégrer ça dans la banque. Est-ce que ça en détruit aussi? Est-ce que ça détruit des emplois à moins forte valeur ajoutée? Ça permet de se concentrer sur d'autres emplois plus sophistiqués, entre guillemets. Comment tu vois un peu l'impact? Alors, déjà, je pense il va être massif. Ouais. Je peux me tromper, mais moi, je le sens comme une vraie révolution fondamentale. En revanche, elle ne va pas arriver genre après-demain. Le temps qu'on s'adapte, le temps que ce soit que les cas d'usage qu'on choisisse aient un impact profond, ça, je le vois arriver, prendre un peu de temps. Il y a un autre élément aussi, c'est que ça coûte cher. Donc, on ne va pas pouvoir, la mise en place de l'IA, pour que ce soit correctement mis en place, pour qu'on ait notre setup, notre infrastructure de données aussi qui puisse gérer ça et qui soit pertinente. Tout ça, ce sont des projets de fond. Donc on va devoir choisir lesquels on met, pourquoi, quel est l'intérêt. Donc tout ça va prendre un peu de temps et pas mal d'investissement. On ne pourra pas faire, mettre de l'IA partout. Non, parce qu'en fait, quand on met, ça coûte cher. C'est des projets compliqués. Ça crée de la valeur, ça crée des emplois, effectivement, puis ça en change d'autres. Je pense que tu l'as dit, il y a sans doute des tâches à pas grande valeur ajoutée qui permettront d'être améliorées, automatisées. Je pense beaucoup améliorées, notamment dans la relation client. Aujourd'hui, tu te fais tout en self-care sur ton application. Demain, tu seras peut-être content d'avoir l'impression de parler à quelqu'un, même si c'est une IA.
pour améliorer le service. Ça ne veut pas dire que ça remplace quelqu'un, parce que peut-être qu'avant, il n'y avait personne qui était là pour te dicter, pour te guider. Donc, je vois ça comme une grosse amélioration du rendu de l'expérience client. Sans doute que ça va remplacer des tâches à moindre valeur ajoutée. Et ça permettra de nous concentrer sur des choses compliquées qui sont quand même l'essence même du service qu'une banque rend à ses clients. Alors peut-être que du coup ça va rendre les interactions avec le client presque trop efficientes. Enfin, je sais que moi quand j'étais chez Goldman, on avait des algos qui checkaient un peu de quoi on parlait avec nos clients et qui distinguaient est-ce que là en fait on est en train de parler de foot ou on est vraiment en train de parler du trade qu'on va faire et d'essayer de nous dire attendez, enfin, voilà, il faut que vous soyez un peu plus efficace dans vos interactions. On peut imaginer que si c'est une IA, elle ne soit pas hyper intéressée à parler du match de foot d'hier. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est avec cette IA-là ou cette banque-là que tu développeras la meilleure relation commerciale ? Pas sûr. Ouais. Donc, d'où l'importance aussi de choisir les projets sur lesquels on va pousser à mettre de l'IA, de l'IA générative. Parce que de l'IA, on en met quand même beaucoup depuis très longtemps dans tous nos modèles de stade, de risque, de crédit. On a déjà beaucoup de modèles auto-apprenants. Là, la révolution qui arrive, c'est quand même celle autour de l'IA générative qui te change notamment tout le conversationnel. Donc, bien choisir ses projets, ouais, ça c'est sûr. Écoute Nel, je te laisse le mot de la fin. Quel serait un peu le conseil que tu aurais pour la personne qui s'identifie, qui se reconnaît dans ton profil et qui aimerait peut-être un peu avoir le même style de carrière que toi ? Je m'en rends compte que maintenant, mais c'est pour ça que si on me l'avait dit, peut-être que ça m'aurait un peu éclairé, c'est qu'à 30 ans, à 35 ans, on est encore super, super jeune. Ouais. Moi, j'avais le sentiment à 30 ans de dire zut, je suis déjà en retard, tu vois, comme s'il y avait une espèce de course. On va changer, j'ai la conviction qu'on va changer 10 fois de métier. Tu vois, tu as un bon exemple. On va changer 10 fois de métier au cours de notre carrière. Donc en fait, il n'y a pas de parcours préétabli, il n'y a pas de début, de fin. Ce qui est aussi sortir d'école, de concours, où tu es très formaté. Tu as une entrée, tu as 2 ans de prépa, après tu sais que tu as les concours, etc. Tu sais que tu as l'école. Finalement, le calendrier est très décidé à l'avance. Je crois que notamment aujourd'hui, dans la vie professionnelle, on va changer 15 fois. Donc tu n'es jamais trop vieux ou trop jeune pour changer. C'est jamais c'est toujours le bon moment pour bouger et donc pas avoir peur de prendre des risques parce que on a la chance d'être quand même dans un environnement globalement qui nous permet de bouger, un environnement quand même social, même si le marché du travail n'est pas forcément évident, mais notamment au sein des entreprises, on a une capacité à bouger. Donc moi, j'aurais envie de dire, il faut prendre des risques et n'attendez pas. Voilà, il ne sera jamais trop tard. J'espère que je me dirai ça aussi dans 10 ans, que je peux encore bouger pour faire autre chose. Alors, je voulais absolument te laisser le mot de la fin, mais en fait, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Je pense que la première, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, y a une évolution de la technologie qui est convexe, qui est un peu exponentielle. Et donc, du coup, ça fait que, contrairement à la génération de nos parents, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, on va devoir changer de métier, se réinventer et tout ça. Et c'est certain, il faut l'accepter. La deuxième chose sur laquelle je rebondis, c'est que, en fait, la perception que toi, tu as de à quel point tu es jeune n'est pas du tout linéaire dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, je sais pas, à 27, 28 ans, tu te sens très vieux. Enfin, moi, je sais que je me sens beaucoup plus jeune aujourd'hui que je me sentais jeune il y a 5 ans. Et c'est un truc intéressant. Et ensuite, le troisième truc, c'est pour moi, les gens qui vieillissent sont un peu ceux qui, à un moment de leur vie, acceptent de ne plus comprendre les jeunes, de ne plus comprendre les technologies, de ne plus comprendre... Voilà. Et je pense qu'il faut toujours rester effectivement proche de la jeunesse, proche des technologies qu'ils utilisent, de TikTok, j'en sais rien. Et ça, c'est la curiosité. Je vais finir là-dessus. Moi, je suis curieux et j'adore rencontrer des gens parce que j'ai toujours plein de questions. Alors, attends, tu fais quoi, toi ? Quand on s'est vu, attends, mais ton podcast a commencé quand ? Parce que je trouve ça incroyable parce que je suis pas de là. Et donc, moi, je trouve que c'est la curiosité, c'est le premier. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je recherche quand je recrute des gens. C'est ce qu'ils sont curieux. Écoute, vous savez, si vous voulez travailler pour Nel, vous savez comment le convaincre. Écoute, Nel, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner. C'est extrêmement important. Parfait. Merci.